sur le long terme, avoir cette communauté-là, c'est un actif inestimable. Moi, je le dis, on arrêterait de faire du contenu aujourd'hui en 2024, bientôt 2025 avec notre entreprise. Ça serait vraiment dangereux pour nous. Donc, considérez votre communauté, même si elle ne vous amène pas le plus grand retour aujourd'hui. Rappelez-vous une chose, vous bâtissez une audience, vous ne savez pas à quel moment que cette audience-là va pouvoir vous donner un certain retour, mais à un moment donné, elle va être là et si vous ne la bâtissez pas aujourd'hui, elle ne sera clairement pas là demain. Donc, on est de retour sur le podcast Hypercroissance en mode discussion d'affaires en compagnie, comme à l'habitude, de Jonathan Léveillé. Jonathan, est-ce que finalement, vous avez battu mon record? Tu nous disais l'autre fois que les choses allaient bien puis que le mois de novembre allait peut-être être un de vos meilleurs mois. Est-ce que finalement, les chiffres sont sortis et vous avez atteint vos objectifs? On est en train de terminer les chiffres. On va le savoir dans moins de 72 heures. Donc, à suivre. On a tout un petit blitz de facturation en début de mois pour fermer le mois précédent. Donc, à suivre. On vient par contre de déposer une très belle offre de service pour un grand joueur dans l'acier au Québec. Et on va présenter ça à l'heure où le podcast va sortir. Donc, à suivre. On sait qu'on est capable d'apporter beaucoup de valeur à la table. Donc, on se croise les doigts et la suite nous dira. Bon, bien, encore une fois, on le répète, pour les gens qui sont dans cette catégorie, l'acier, c'est un des endroits, je pense, que Jonathan, vous avez bâti le plus d'intelligence d'affaires, le plus de compétences à travers les dernières années, si je ne me trompe pas. Absolument. On veut devenir le meilleur au monde pour rendre l'industrie de l'acier plus intelligente, une ligne de code à la fois, au-delà des logiciels existants. Donc, on a une belle expertise. On accompagne déjà plusieurs grands joueurs au Québec et le but, c'est d'aller à l'échelle internationale et mondiale sur cette niche-là. Bon, on va suivre ça de près. On a hâte d'avoir les informations au prochain podcast, voir si tout s'est déroulé comme prévu ou s'il y a des ajustements à faire. Puis, Jonathan, on en a parlé un peu la dernière fois, un peu l'évolution du podcast Hypercroissance. On veut tranquillement, comme on le disait, peut-être arriver sur des discussions, pardonnez-moi, avec plus de joueurs autour de la table les lundis. Donc, à voir également comment que le podcast du jeudi va évoluer à travers le temps. Une chose que j'aime bien faire, moi, de mon côté, c'est de documenter et d'expliquer un petit peu ce qu'on est en train de faire au niveau de nos entreprises. J'avais des informations quand même pertinentes avec un des logiciels qu'on bâtit, le seul logiciel qu'on bâtit chez G7 depuis plus d'un an maintenant. Puis je me disais, peut-être ça pourrait être bon que j'explique où est-ce qu'on est rendu dans ce processus-là. Toi qui connais bien la technologie, peut-être tu vas pouvoir avoir des points sur le dossier à rajouter autour de ça. Que dirais-tu que je t'explique un peu où est-ce qu'on en est avec ce fameux logiciel qu'on construit depuis un an? Tout à fait ouvert et j'avais hâte que tu amènes le sujet à la table parce que c'est le genre d'éléments qui me passionnent, de parler un peu de start-up, de produits techno. Donc, je te relance la question, Antoine. Où est-ce que tu en es rendu là-dessus? Je pense que tu as lancé un peu un programme bêta, il y a quelques usages dedans et la monétisation s'active peut-être? Exactement. Donc, un peu de... J'en avais parlé sur un podcast il y a peut-être quelques semaines, quelques mois de ça maintenant, mais ça fait un an et demi maintenant qu'on travaille sur la création d'un logiciel chez G7 qui va aider les gens qui font du direct response marketing, les agences de services, à bâtir un reporting plus facile et surtout beaucoup moins dispendieux. Donc, pour te donner un peu de contexte, Jonathan, dans ma catégorie, il y a plusieurs logiciels qui permettent de bâtir des beaux dashboards, des beaux rapports de performance. Mais plus souvent qu'autrement, ces rapports-là, numéro 1, sont soit très lents, numéro 2, sont soit rapides, mais excessivement chers. Et il n'y a pas vraiment d'entre-deux qui s'intégrait là-dedans, qui était capable de répondre aux besoins qu'un marketeur, que Direct Response Marketer voulait, ou du moins, on ne l'avait pas trouvé. On ne l'avait pas trouvé. Et il y a à peu près un an et demi de ça, j'ai rencontré mon associé sur ce projet-là, Kylian, et on travaille depuis un an à essayer de bâtir vraiment quelque chose d'intéressant. Et nous, chez G7, on utilise ce produit-là depuis environ 3 mois maintenant. Donc, je le mentionne, je ne le dirai pas sur le podcast, le nom, je ne ferai pas encore de publicité là-dessus parce qu'il nous manque quelque chose pour vraiment être totalement prêt. On est uniquement encore en test bêta avec une dizaine de clients au moment où on se parle. Mais ça va arriver sous peu, je pense qu'en début janvier, maximum début février, on va pouvoir faire une annonce un petit peu plus claire. Donc ça, c'est pour la prémisse de base. C'est ce qu'on bâtit depuis un an et demi. Et je trouve ça donc intéressant parce que la vision vraiment de commercialisation autour de ça était la suivante, c'est de se dire, il va falloir le lancer et on n'aura pas le droit d'investir un peu. Donc, on a le droit à aucun coût d'acquisition possible. Si on veut que le modèle fonctionne, on veut rester pour le moment 100% bootstrappé, autofinancé. On ne veut pas aller chercher de l'argent externe. Donc, on investit beaucoup pour bâtir le logiciel, mais on ne veut pas aller investir beaucoup pour aller faire de la commercialisation. Donc, si tu n'investis pas pour faire de la commercialisation, comment peux-tu faire en sorte que
ton logiciel soit connu. Et la prémisse était de se dire, on a bâti une communauté avec les médias J7 à travers les années. Est-ce que cette communauté-là serait intéressée par ce logiciel-là? J7 est intéressé, ça aide beaucoup notre organisation. Donc, on pense que par extension, il y a d'autres types d'agences, d'autres types de marketeurs qui seraient intéressés. Donc, on parle de ce logiciel-là à travers la J7 Academy. Et automatiquement, les gens lèvent la main. « Hey, je suis intéressé, je veux le tester. » Donc, on a de l'intérêt. Et là, qu'on arrive avec une solution qu'on considère prête, on la lance et on la vend avec des membres de l'Académie et avec des membres proches de nous. Et je pense que jusqu'à maintenant, on l'a présenté à 7, 8 personnes, Jonathan. Tout le monde a basculé vers cette solution-là. Ils ont littéralement devant nous supprimé leur logiciel de reporting existant qui leur coûtait des fortunes et des fortunes et des fortunes. Et ils ont été capables de mettre ça sur notre logiciel. Maintenant, le défi qu'on a, et c'est là que je trouve intéressant d'amener ça un petit peu à l'attention de notre audience, parce que je pense que vraiment une belle leçon qu'on voit jusqu'à maintenant, c'est que, bon, moi, je viens du service. Toi, tu viens du service aussi. Il y a une chose qui se déroule souvent avec les propriétaires de services, d'agences de services, c'est qu'on sait c'est quoi bâtir une bonne logistique opérationnelle. On n'a pas le choix. Ça fait partie du rôle du propriétaire de service de bâtir des systèmes, de bâtir de la logistique, de faire le travail qu'on pourrait considérer un petit peu en anglais, le travail, le dirty work. Donc, faire le travail que tu n'es pas nécessairement prêt à faire en tant qu'entrepreneur des fois. Et loin de moi de dire que les gens dans le produit technologique sont pas prêts de faire ça, mais je pense que de venir du volet service, ça t'amène une vision vraiment différente. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que souvent, il y a besoin un petit peu de personnalisation, les rapports qu'on va faire avec les différents clients au départ. Mais on le sait très bien que si on est capable de mettre ce 2-3 heures-là de service dès le départ, automatiquement, ça va pouvoir débloquer énormément d'argent pour ce client-là qui va être capable de nous payer par la suite. Et ça pour des années, parce qu'un reporting, peut-être la comparaison que je pourrais te faire, Jonathan, un peu en marketing, c'est quasiment similaire à un CRM. C'est pas un type de logiciel que tu changes à tous les mois. Donc, si le logiciel est bien implanté dans ton organisation, ça va prendre beaucoup de choses avant qu'il se soit qu'on le tasse et qu'on amène un autre logiciel. Il va falloir qu'il y ait quelque chose qui soit excessivement moins dispendieux et de plus haute qualité, ce qui, on croit, on amène sur le marché jusqu'à maintenant. Donc, beaucoup de gens nous disent « Ah, c'est parfait, c'est exactement ce que j'ai besoin, mais est-ce que vous pourriez faire un petit peu ces changements-là? » Des changements qui peuvent prendre 2, 3, 4 heures chaque, et on les fait. Et on fait le travail au moment où on se parle de service. Bien entendu, il y a une facturation qui est faite au client. Mais je trouve ça très intéressant parce que je me rends compte que si on lançait ça et au prix qu'on charge au moment où on se parle, on devrait théoriquement, selon tous les experts, uniquement avoir une structure, une séquence de commercialisation qu'on appelle en anglais self-serve. Donc, les gens payent et utilisent le logiciel et ne parlent pas à un être humain parce que la tarification à laquelle on charge ne justifierait pas l'impact d'un être humain. Ce qui est ultimement, peut-être sur 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, sera le cas. Mais quand tu démarres, soyons honnêtes, tu fais le travail, tu vas parler à ton client et tu essaies de tout comprendre. Et jusqu'à maintenant, je trouve ça donc intéressant, c'est ce que ça m'a démontré que le petit travail de personnalisation que tu peux faire au départ peut littéralement faire en sorte qu'une personne bascule sur ton logiciel. Et c'est ce qu'on voit au moment où on se parle et je trouve ça donc fascinant. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve bien parce qu'on est prêt à faire ça. On vient du service, on sait c'est quoi faire de la prestation sur mesure. Ici, cette prestation sur mesure de quelques heures-là peut nous permettre par la suite d'augmenter considérablement le volet de paiement mensuel, le MAR, comme on dit en anglais. Bien, pourquoi pas le faire? Pourquoi pas le faire? Donc, 1 an et demi de travail, un début de commercialisation, aucun coût d'acquisition, uniquement nos médias. Et là, on parle uniquement aux gens proches de nous et on a à peu près 2-3 rencontres par semaine avec des nouveaux clients et on n'en a même pas parlé au niveau public. Maintenant, c'est un type de business que tu vas avoir besoin de plusieurs centaines et ultimement plusieurs milliers de clients pour que ça soit une organisation qui prend en vélocité, qui soit reconnue comme une vraie entreprise. Mais je te dirais jusqu'à maintenant, agréablement surpris de ce que je vois avec ce lancement bêta. Et ça me confirme qu'à chaque fois que je vais faire un lancement bêta dans le futur sur un autre projet, sur un autre produit, parle au client, va chercher de l'info. Comme on dit en anglais, do not skip the hard work. Ça vaut la peine d'avoir cette information-là. Les petits ajustements peuvent faire toute la différence. Et cet ajustement-là que tu as été chercher au marché, est-ce que tu penses que ça va faire partie de ton modèle d'affaires devant nous, de toujours faire un peu de personnalisation au départ? Si oui, il faut ajuster probablement le pricing en conséquence ou les frais d'entrée, j'imagine.
Comment tu voyais ça? Et c'est là que c'est tellement intéressant, je pense, une start-up, c'est que tu peux innover et itérer un petit peu selon ce que tu vois. Donc, ce qu'on voit jusqu'à maintenant, c'est qu'il peut y avoir des demandes qui sont plus longues et il peut y avoir des demandes qui sont plus courtes. Donc, les demandes qui sont plus courtes, essentiellement, ça prend quelques minutes pour simplement faire l'ajustement et donner le rapport sur mesure pour la personne. Peut-être pas nécessairement besoin de mettre une prestation sur mesure ici. Quand les choses sont un petit peu plus prononcées, on peut le dire ainsi, c'est là qu'on va vendre une prestation. Et en toute transparence, si c'est ce que ça prend et si c'est ce qu'on a besoin pour aller chercher le client et que le client est prêt à payer pour cette transformation-là, moi, je l'ai faite avec d'autres services dans le passé, j'ai aucun souci à le faire. Donc, si au final, on a besoin d'intégrer un peu de service à cette organisation-là pour ultimement faire x10 sur nos revenus de produits, ce qui est en train de se dérouler, mais pourquoi pas le faire? Pourquoi pas le faire? Et je pense que c'est même ingénieux de le faire. C'est d'être prêt à faire ce que les autres, des fois, sont pas prêts à faire. Et ça demande pas tellement... ça demande pas d'être tellement ingénieux, ça demande simplement de faire le travail, de rencontrer la personne, de faire un onboarding de qualité, de faire des suivis de qualité, même si la facture moyenne qu'on te paye à la fin du mois n'est pas excessivement élevée. Bon, il y aurait l'argument facile de dire, oui, mais Antoine, tu commences simplement 6-7 clients. C'est facile de faire ça, 6-7 clients. Certes, mais si ça fonctionne et que tu sais exactement ce que tu as besoin, pourquoi pas bâtir une équipe pour être capable d'absorber 70 clients par semaine? Et ultimement, ça devient simplement une business en croissance. Donc, j'ai encore énormément d'inconnus devant moi, Jonathan, et je pense que j'ai pas envie de parler sur des choses que je ne connais pas encore. Je pense que je vais en parler sur le podcast à travers le temps. Et j'ai fait plein d'erreurs dans le passé, donc il y a des excellentes chances que je fasse plein d'erreurs dans le futur. Mais jusqu'à maintenant, de faire les choses que les compétiteurs, entre parenthèses, à nous, et je dis entre parenthèses parce que je ne considère pas qu'on est un vrai joueur, on n'existe même pas tellement encore, mais que les solutions similaires n'ont, de faire le travail que les solutions similaires n'ont pas fait encore, jusqu'à maintenant, ça fait toute la différence. Et je vois les gens littéralement changer de plateforme de reporting dans le temps de le dire. Bien entendu, on a un bon produit, puis le produit est beaucoup moins cher. Ça aide, mais sans ce travail de personnalisation, je ne pense pas qu'on aurait été capable de faire la bascule avec ses clients. On fait une petite pause sur l'épisode en cours parce que je veux vous parler d'un partenaire que j'aime tant et j'ai nommé Hello Darwin, la fameuse plateforme et également l'équipe qui vous aide à trouver des subventions. Et je trouve ça donc fascinant parce que ça m'est arrivé, moi en tant qu'entrepreneur avec mon entreprise, J7 Media, de regarder des fois pour des prêts. On veut regarder pour des prêts parce qu'on veut, et on a surtout besoin d'un peu plus de capital pour notre organisation, pour aller plus vite, pour acheter un partenaire, bref, pour plusieurs choses. On regarde pour des prêts, mais très rarement, et ça m'est arrivé, c'est arrivé à d'autres entrepreneurs que je connais, on regarde quasiment jamais pour trouver des subventions. Et c'est ici que Hello Darwin vient faire la différence. Ils sont capables de faire le travail de recherche de A à Z pour vous. Ils sont également capables de vous conseiller sur les meilleures subventions pour votre organisation. Et c'est une plateforme qui est capable de vous donner en temps réel accès à près de 2000 subventions canadienne avec des possibilités de trier selon les critères de votre entreprise. Bref, je l'ai testé, des amis à moi l'ont testé, des auditeurs du podcast l'ont testé et ils adorent. Et il y a plusieurs subventions que vous allez être capable d'avoir avec Hello Darwin. Vous pouvez avoir des subventions, et c'est ce que je voulais vous parler aujourd'hui, de transformation numérique. On parle souvent d'intelligence artificielle sur le podcast. On parle souvent d'accélération de croissance via du marketing en ligne. Eh bien, si vous travaillez avec Hello Darwin, vous pouvez avoir accès à certaines subventions sur la transformation numérique avec des financements qui peuvent aller jusqu'à 300 000 $. Et l'équipe d'Hello Darwin va tout faire pour vous, remplir les papiers, négocier avec le gouvernement, négocier avec les gens qui vont donner les subventions. Et par la suite, vous allez recevoir l'argent. Bien entendu, si vous allez les voir aujourd'hui et que vous leur dites que vous venez du podcast Hypercroissance, vous allez obtenir 10% de rabais en travaillant avec eux. Allez voir dans les notes de l'épisode, il y a un lien pour en savoir un petit peu plus sur ce qu'ils font. Et le lien, c'est le go.hellodarwin.com/hypercroissance. Allez jeter un coup d'œil. En supportant Hello Darwin, vous supportez le podcast Hypercroissance. De retour à l'épisode en cours. Tout produit technologique développé a quand même un risque au niveau de la viabilité économique à travers le temps.
ça fait quand même un petit bout, Antoine, je pense que tu développes la solution. Je serais curieux qu'on fasse un petit cadrage de depuis quand tu le développes, au niveau des budgets, est-ce que ça avance bien, au niveau des délais également pour lancer le produit. Puis, y avait-tu une viabilité en vue éventuelle? Est-ce que tu t'étais donné un délai maximal pour dire telle date, il faut s'assurer au moins que ça soit cash flow positif pour être capable d'aller à la prochaine étape? Ouais. Je pense que, donc définitivement qu'il y a beaucoup de scénarios économiques qui ont été faits. Donc, pour donner un petit peu de contexte avec l'audience, au moment où on se parle, on doit perdre environ sur ce projet-là, peut-être environ entre 5 et 6 000 par mois. Donc, on est capable de le faire avec une équipe très petite. C'est très, très lean comment on est capable de le construire, mais on le construit à une vitesse qui est bonne, mais une vitesse qu'on peut se permettre. Je pense que si du jour au lendemain, je perdais 20-25 000 à chaque mois à faire ça, peut-être que j'aurais moins envie de le faire. Peut-être que ça commencerait à s'accumuler un petit peu trop vite. Donc, je pense que jusqu'à maintenant, ça a été un chiffre qu'on est capable de se permettre. Donc, peut-être qu'en frais de développement, jusqu'à maintenant, on est peut-être rendu à au-dessus de 100 000 je ne sais pas exactement. Mais bon, ça doit être dans ces chiffres-là. Mais si tu fais le calcul, tu te rends compte que 5-6 000 ouais, ça doit être à peu près ça, 100 000 5-6 000 sur un an et demi. 5-6 000 en revenus récurrents à aller chercher. Dans les calculs qu'on fait, c'est beaucoup de clients, mais c'est très possible. Ça peut aller très, très rapidement. Et la beauté de ce modèle-là, comme je l'ai mentionné plus tôt, c'est que c'est dans une catégorie, si le produit est bon, qui, théoriquement, il n'y a pas énormément de ce qu'on appelle en anglais de churn, donc de gens qui se désabonnent. Donc, il peut y avoir vraiment une entreprise, un business case qui fait en sorte que c'est excessivement solide, ces revenus-là. Excessivement solide, ces revenus-là, ce qui est des fois pas le cas avec des organisations qui ont des taux de désabonnement excessivement élevés. Donc, ça, c'est le point 1. Le point 2, bon, tu es en technologie, Jonathan, tu sais très bien que le volet tech, le volet produit, si c'est bien fait, il peut y avoir des marges brutes excessivement intéressantes. C'est le cas ici. Les marges brutes sont intéressantes, même si notre prix est beaucoup moins cher sur le marché. On reste avec une dynamique économique qui fait en sorte que la marge brute tient la route, est intéressante. Et la prémisse, c'est que le client qu'on va aller chercher, il doit avoir plusieurs comptes de reporting à gérer. C'est-à-dire que si on travaille simplement avec une entreprise qui ne gère qu'un client, il n'y a aucune viabilité économique parce qu'on a un service freemium que les gens peuvent tester avec 2 rapports. Donc, tu peux littéralement venir connecter 2 rapports que tu as pour ton entreprise et ça ne te coûte rien. On fait le pari qu'on va faire de l'argent sur les autres rapports par la suite. Tu auras compris que pour cette raison-là, on a un persona qui est très, très précis qu'on peut aller chercher. Donc, il faut viser des gens qui peuvent avoir 10, 15, 20, 30, 50, 100 clients ultimement à mettre sur une plateforme comme la nôtre. Donc, ce client cible, on le connaît, on est ce même client-là, il gravite autour de nous avec nos podcasts, notre académie, etc. Donc, ça, on est assez confiant qu'on peut aller le chercher. Jusqu'à maintenant, cette prémisse-là est la bonne. Puis le troisième point, je pense que si on regarde vraiment sur le long terme, ce produit-là, ce projet-là peut vraiment fonctionner, puis même pas long terme, disons moyen terme, si on est capable de faire une acquisition de masse sans trop investir en pub de manière indépendante. Et je m'explique ici de manière indépendante. On a cette capacité-là chez J7, et je le dirais, c'est un petit peu par chance, et je pense que j'en avais déjà parlé sur le podcast, d'investir en publicité d'une seule manière et par chance, je tiens à le dire parce que c'était pas prévu comme ça, je paraîtrais très intelligent si tout avait été fait comme ça. Par chance, ce seul investissement publicitaire est capable de venir alimenter toutes nos lignes de produits, toutes nos lignes de services. Donc, on investit d'une seule manière, ça aide à grandir l'académie, ça aide à grandir les services d'agence, ça aide à grandir les services de pur commerce. Et la prémisse était de se dire, ça va aider également à grandir les revenus de produits qu'on est en train de faire jusqu'à maintenant. Et c'est le cas. Mais c'est le cas avec une petite échelle. Si ça reste le cas avec une grande échelle, là, ça veut dire vraiment qu'on a une business excessivement intéressante parce qu'on va pouvoir, avec un seul investissement publicitaire qui était déjà fait avant même que ce produit-là s'intègre dans le portrait, être capable de faire grandir une autre organisation. Donc, elle vient se greffer à cette machine publicitaire, cette machine de marketing qui était déjà mise en place. Après, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait une masse critique qui soit possible d'aller chercher avec cet investissement publicitaire-là intégré. Si on est capable de passer le break-even point avec cet investissement publicitaire-là, là, je pense qu'on a vraiment une business intéressante, mais c'est le temps qui va nous le dire.
Donc, à surveiller, souvent qu'on voit dans ce genre de projet-là, c'est des coûts de support aussi, autant au niveau du service client, quand c'est des petits tickets d'entrée, et ça peut quand même demander du support dans Intercom ou toute autre plateforme, donc les frais Ouais. peuvent monter quand même rapidement. Fait que cet aspect-là, souvent, qu'on peut voir qu'il faut surveiller dans nos prédictions financières. Il y a l'aspect également du maintien de l'infrastructure technologique qu'il faut garder à jour, qu'il faut s'assurer qu'il n'y a pas de bugs de sécurité et Ouais. s'assurer qu'il y a une pérennité à travers le temps. Donc, c'est deux postes de dépenses, des fois, qui sont difficiles à rendre rapidement cash flow positif au départ. Donc, à surveiller quand il y a un gros volume d'utilisateurs, aller chercher comme la solution qu'Antoine propose présentement. Mais je pense que tu le fais de la bonne manière, Antoine, de te rapprocher des clients et de s'assurer d'amener quelque chose qui apporte vraiment de la valeur à la table. Ben oui. Donc, je pense que le plus gros combat va être vraiment le ticket par client. Je pense que tu as une bonne prémisse aussi de dire que les clients de l'application eux-mêmes ont plusieurs clients, donc ça va multiplier le lifetime value par utilisateur, donc la quantité de dollars que l'utilisateur va apporter de manière annuelle. Donc, ça va être intéressant de suivre ça devant toi. La structure, je pense, c'est une partenaire qui est avec toi là-dedans, je pense, et non une personne qui est employée d'une de tes organisations. C'est bien ça? C'est exactement ça. C'est un partenaire qui m'avait contacté il y a 1 an et demi de ça pour me vendre sa solution. Je l'avais utilisée. J'ai dit, ouais, il y a du potentiel, mais on est loin d'avoir quelque chose de viable. Pourquoi on ne s'associe pas à la place? Puis par la suite, on s'est très bien entendu, puis on a construit ça ensemble. Donc oui, exactement. Ce qui fait en sorte qu'il n'y a aucune perte de focus. Je pense que c'est un peu ça le défi des fois, hein, quand on veut incuber des projets. J'ai essayé de le faire. Je pense que tu as essayé de le faire également, Jonathan. C'est de se dire, on veut mettre des gens qui ne font que ça, mais bon, il y a un gros projet qui arrive, on a ces gens-là qui font ce projet-là, mais on veut les amener sur le gros projet qui arrive. Donc, quand c'est quelqu'un de l'externe qui n'a rien à voir avec ce que G7 fait, c'est donc facile, il ne focus que là-dessus. Et c'est ça. Et J7 en soi devient un petit peu son travail, c'est bien entendu d'itérer sur le produit, certes, mais d'être un client et de devenir un peu cette cheerleader-là qui parle de ce produit-là dans ses différents médias aux gens qui le desservent. Et ultimement aussi, ce qui va peut-être être intéressant à travers le temps, c'est de voir est-ce que ce logiciel de produit-là peut devenir une source d'acquisition pour nos autres lignes de service. Donc, il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte, c'est de se dire si l'investissement publicitaire marketing de base est capable de venir nourrir une nouvelle ligne de produits, sachant que cette ligne de produits-là va s'adresser davantage à la masse, est-ce que la masse, par la suite, elle, peut venir consommer les autres lignes de service du groupe? Donc, ça, c'est aussi ce que je pense dans tout ça. Et c'est là qu'il peut y avoir vraiment des synergies intéressantes. On est au début, Jonathan, mais c'est excessivement excitant. C'est la première fois de ma vie que je bâtis, puis je l'ai dit entre parenthèses, là, parce que bien entendu, je le bâtis un petit peu plus de loin, du produit et du produit technologique. Et c'est plaisant, c'est excitant, c'est très, très différent. Ça change le mal de place. Mais bon, j'ai aucun conseil à donner à personne parce qu'on n'a rien fait encore, mais ça me fait plaisir de partager un petit peu, de documenter notre développement, notre évolution là-dessus. Et on va voir, peut-être que dans 3 mois, je te dirai, Jonathan, j'ai tout stoppé. Ça m'a cassé dans la face. Je ne sais plus quoi faire. Et je le dirai sur le podcast avec un grand plaisir. Et ce qui est intéressant, si on décortique un peu le concept en arrière, c'est qu'Antoine, tu joues le rôle un peu du partenaire qui apporte une communauté, donc des usagers potentiels. Tu amènes également un peu de sous à la table et tu amènes également les règles métiers en arrière pour rendre le produit le plus mature possible. Donc, si vous avez des idées de produits techno que vous voulez développer, assurez-vous peut-être d'explorer cette possibilité-là d'avoir un partenaire qui a déjà une communauté dans laquelle vos clients sont disponibles à l'heure actuelle. Il y a l'aspect financier, l'aspect des règles métiers aussi. Donc, je pense que ce genre d'accord-là que tu as eu avec ta partenaire est, je pense, très bénéfique pour toutes les parties. Fait que bravo. Et on suit l'aventure de trimestre en trimestre, Antoine. Et je pense qu'il y a un nouveau type un petit peu de structure qui est en train de se mettre en place. Bon, c'est moi qui ai inventé le nom, je pense. Donc, si vous riez de ce nom-là, vous pouvez rire de moi. On a parlé pendant très longtemps de product-led growth. Donc, un produit que tu testes qui amène à de la croissance. Donc, je pense que la majeure partie des SaaS maintenant vont offrir soit un 14 jours gratuit, soit un ou deux produits ou sièges que tu peux tester gratuitement dans ton organisation, sièges de logiciels que tu peux tester. Et ultimement, si tu aimes ça, tu vas peut-être en amener plus à l'équation. On ne fait pas exception à la règle, on fait la même chose ici. Mais il y a un nouveau concept un petit peu qui est relié à ça, qu'on voit et qu'on a vu avec
des très grands influenceurs. Soyons honnêtes, c'est rendu qu'un influenceur, tu peux simplement lui coller un produit, puis le produit va se vendre automatiquement. On en a parlé sur le podcast avec les MrBeast, les Logan Paul, les Alex Hormozy avec School qui a lancé récemment. Mais c'est ce concept un petit peu de community-led growth. C'est de se dire la force, et j'en parlais dans le Journal des Affaires récemment, qu'en 2025, votre entreprise doit devenir un média, c'était le titre littéralement de mon article. Et c'est de se dire, la puissance qui provient d'une communauté, elle est assez exceptionnelle. De un, vous pouvez amener des clients pour votre organisation, ça c'est sûr, mais vous êtes capable de bâtir un actif qui vous ne savez pas quand il va pouvoir vous être utile. Mais en gros, et bon, hein, on va comparer des pommes avec des pommes, là. On n'a pas la même communauté qu'un Hormozy ou qu'un Logan Paul ou qu'un MrBeast, mais on a une communauté à notre échelle qui fait en sorte que sans cette communauté-là, on n'aurait pas tellement de valeur dans cette organisation-là. On serait simplement un partenaire financier, mais on ne serait pas capable d'aller chercher les clients, on n'aurait pas l'intelligence d'affaires. Donc, essentiellement, on serait un investisseur traditionnel qui peut être bon, mais qui ne pourrait pas nécessairement amener une plus-value autre qu'un soutien financier. Mais quand tu as cette communauté-là, au-delà de pouvoir, bien entendu, aider dans un point de vue financier, tu peux avoir également une escompte sur la participation que tu peux avoir parce que ta valeur est beaucoup plus élevée. Tu es capable d'aller chercher de l'information et de la rapidité de commercialisation comme pas possible. Donc, l'idée d'avoir une communauté qui amène à de la croissance, donc l'idée de community-led growth, je trouve ça très, très intéressant. Et nous, c'est un peu ce qu'on essaye vraiment de bâtir chez JCL, c'est de se dire, on a un persona cible, on a une mission très, très claire avec notre organisation, ce qu'on essaye de faire. Et si un produit, une opportunité, un service vient, un, répondre à cette mission-là, et deux, cocher toutes les petites cases du client cible qu'on est capable d'aider, s'intègre à notre communauté, sans coût d'acquisition spécifique autre que l'investissement marketing qu'on fait initialement, on est capable de venir vendre ce nouveau produit-là ou ce nouveau service-là, on va le considérer. Et ça, on peut uniquement le faire grâce à la communauté. Donc, ça ramène à cette idée-là de se dire, il y a tellement de produits et de services qui deviennent de la commodité en 2024, bientôt 2025, qu'en vrai, à moins que vous ayez un produit exceptionnel, j'ai l'impression que l'alternative, si on a un produit qui est correct, mais qui n'est pas exceptionnel, l'autre alternative, c'est d'avoir une communauté. C'est d'avoir une communauté. Pour se démarquer vraiment, je pense qu'une communauté devient un actif inestimable qu'une entreprise peut avoir. D'où l'idée qu'en 2025, votre entreprise, si possible, elle doit devenir un média. Et ça rejoint exactement l'article que tu as écrit dans Les Affaires. Très bel article, entre autres, si vous ne l'avez pas lu, qui expose cette idée-là, qu'on a parlé à plusieurs reprises sur le podcast aussi, mais je partage tellement ton opinion là-dessus, Antoine, chaque entreprise être un média d'abord et avant tout. Je rajoute toujours le deuxième item qu'on doit être une compagnie technologique aussi. Donc, si on veut se démarquer, il faut mettre de l'avant la technologie, particulièrement avec les grandes avancées appliquées de l'intelligence artificielle qui sont en train de se faire ressentir dans tous les domaines. Donc, médias, donc communauté et technologie qui est souvent maintenant reliée à l'IA. Je pense que c'est deux incontournables si on veut être un leader de son marché ou de devenir le leader. Ah, c'est clair. C'est clair. Puis, pensez à ça. Pensez à ça parce que ça va peut-être vous coûter un peu d'argent à court terme, mais sur le long terme, avoir cette communauté-là, c'est un actif inestimable qui, en toute transparence, moi, je le dis, on arrêterait de faire du contenu aujourd'hui en 2024, bientôt 2025 avec notre entreprise. Ça serait dangereux. Ça serait vraiment dangereux pour nous. Donc, c'est rendu là, c'est rendu vraiment comme ça qu'on le conçoit, nous, de notre côté. Le retour sur investissement est tellement élevé que si on arrête de faire du contenu, ça pourrait impacter vraiment négativement notre croissance. Donc, à considérer votre communauté, même si elle ne vous amène pas le plus grand retour aujourd'hui, rappelez-vous une chose, vous bâtissez une audience, vous ne savez pas à quel moment que cette audience-là va pouvoir vous donner un certain retour, vous justifiez tous les investissements que vous avez faits dans le passé, mais à un moment donné, elle va être là. Et si vous ne la bâtissez pas aujourd'hui, elle ne sera clairement pas là demain. Donc, c'est un investissement à long terme qu'on doit commencer, même si on n'est pas prêt tout de suite à servir cette communauté-là de la manière qu'on le pense. Et ça va être aussi à réfléchir quels seront les canaux de demain qui seront importants à regarder pour bâtir cette communauté-là, parce que si on recule il y a 4-5 ans, personne ne faisait des podcasts. Aujourd'hui, tout le monde est en train de faire son propre podcast. Donc, quels seront les bons vecteurs à suivre pour bâtir une communauté de zéro ou réussir à amener une communauté existante au prochain niveau? Ça pourrait peut-être faire partie d'une discussion d'un prochain podcast de quelle est ta vue et ta vision par rapport à ça. On en connaît une bonne partie par rapport à
l'évolution du podcasting. Et il y a peut-être d'autres vecteurs qui pourraient être intéressants à amener à la table et à brainstormer un petit peu là-dessus. Là. Et d'ailleurs, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, on est en réflexion également pour les podcasts du jeudi. Jonathan et moi, on aime beaucoup parler business, de ce qui se déroule dans nos organisations. Donc, des fois, on a une problématique qu'on essaye de régler. Des fois, on a un développement de projet comme on est en train de le régler. Des fois, on a des annonces qu'on est en train de faire. Est-ce que vous aimez cette structure-là? Est-ce que vous aimez qu'on parle peut-être un petit peu plus de nos entreprises? Des fois, on parle d'un sujet, des fois une problématique, des fois peut-être des nouvelles, des fois on documente. Et le lundi, tranquillement, peut-être on s'en irait vers une formule de panel. Vous nous le direz sur LinkedIn. Nos liens pour nous contacter sont toujours là. En commentaire, venez me parler. J'adorerais avoir votre avis ici. Donc, c'est complet, Antoine, pour cette semaine? Je pense que c'est complet. As-tu d'autres choses à rajouter, Jonathan? C'est complet de mon côté également. Donc, merci d'avoir ouvert cette belle discussion-là, Jonathan. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hyper Croissance.